Bonjour Fabrice, alors Salut Yves. qu'est-ce que tu regardes là? Là je regarde un affleurement. Il y en a plusieurs dans ce lieu là. C'est un endroit où on peut observer les roches du sous-sol. Il y en a des naturelles. Alors par exemple quand tu es au bord de la mer, les falaises. Quand tu es en montagne, les montagnes. Et autrement, il en existe qui ont été réalisés par les hommes, à l'image de cette carrière. On peut aussi inclure les fossés, quand tu vois des roches dans les fossés, ou quand il y a des terrassements de maisons. Avant de se rendre sur un affleurement, bien sûr, il faut les autorisations, il faut respecter les lieux, et puis il faut veiller, bien sûr, à la sécurité. Ouais. Donc la sécurité est la sienne, mais également de toutes les personnes qu'il y a autour. Il y a toujours un risque, soit de chute, de bloc, soit d'effondrement. Donc c'est toujours délicat, il faut toujours veiller en priorité à la sécurité lorsqu'on va voir un affleurement. Et la définition d'un sol, elle est un peu complexe parce qu'elle fait appel à une observation bien stricte. Et dans un sol, on parle d'horizons. Les horizons, c'est des sortes de couches qui correspondent en fait à des sortes de strates à l'intérieur du sol, dans lequel on va trouver par exemple de l'humus, ensuite on va trouver des accumulations de certains éléments chimiques, etc. Donc la distinction entre le sol et le sous-sol n'est pas toujours évidente. La définition du mot sol d'ailleurs, elle est aussi un peu complexe. Moi j'ai tendance à dire que le sol correspond à la zone où il y a encore de l'activité organique. Alors ça c'est joli. Pour les débutants, organique. Par exemple des vers de terre, des racines. Des plantes, des animaux. Voilà. Alors ici tout en haut, on voit des graminées. Oui. On voit une sorte de terre, on voit des lichens, on voit des mousses. Des racines. Des racines à l'intérieur. Donc toute cette terre avec cette matière organique, ça constitue... c'est le sol. C'est le sol. Le dessin, c'est très important pour... arriver à imaginer en fait ce que l'on voit ou à l'interpréter. Alors au niveau de ce que je vois, j'ai positionné ici en vert le sol, donc un sol très peu épais dans la partie haute de l'affleurement, ainsi que dans le fond de la carrière, avec un petit sol en formation. Autrement, donc ça c'est la partie visible, avec là on voit un plan. Et enfin j'ai matérialisé par la couleur rouge et la couleur bleue des plans que moi j'ai pu observer, mais qu'il faudra ensuite mesurer. Ce qui est important autrement, c'est un dessin géologique, c'est un schéma. Donc il doit être fait en appui avec des photographies. Et sur chaque photo, il faudra qu'il y ait une échelle ainsi qu'une orientation. Ce qui est plus important, c'est directement sur le carnet de terrain de dire voilà, là j'ai fait la PH1, donc la photo 1, et je sais exactement où est-ce que je l'ai prise. PH2, etc. quoi. Donc le dessin, il est là, le schéma, il est là en appui en fait à toutes les observations que je vais faire. Si je fais une mesure ici, je vais marquer M1, c'est-à-dire mesure numéro 1, et je saurai exactement où est-ce qu'elle est sur mon carnet de terrain. Alors ce qui est important dans un schéma, c'est donc l'orientation, c'est l'échelle, mais également il faut un titre, donc un titre, tac. Et écoutez bien les terminales. Il faut également une légende. Et enfin, il faut aussi se localiser. Alors la localisation, elle est hyper importante, parce que si vous revenez après avec des données, mais que vous ne savez pas où vous les avez prises, ça n'a pas de valeur. Généralement, en localisation, il faut au minimum le département, la commune, la ville, le hameau, etc. Descendre à l'échelle éventuellement de la parcelle, puisqu'on peut les avoir sur Géoportail. Et puis ensuite, il faut se localiser de manière encore plus stricte. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit d'utiliser les coordonnées GPS, si vous avez un GPS. Et bien sûr, il faut être critique par rapport aux valeurs de vos GPS. Parce que si le GPS vous indique que vous êtes dans l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau, ça veut dire que concrètement il y a un problème. Il y a des codes couleurs ou pas? Parce que tu as utilisé ça. Non, code couleur, le vert j'utilise tout le temps pour la végétation, le bleu c'est pour l'eau, mais là c'est pas vrai, il n'y a pas d'eau ici. Non, à chaque dessin sa légende. Après, c'est surtout d'un point de vue graphique pour que ça soit bien visible, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est le préciser dans la légende.
Donc en toute rigueur, ici, je dois mettre le rouge égale ceci, le bleu égale cela, etc. Exactement. Alors que sur une carte géole, les couleurs ont un code une signification bien particulière. Oui, mais là aussi, il faut être vigilant, puisque oui. à chaque carte, sa légende. Non. Ah si. Excusez-moi, je m'en veux. Et il faut toujours vérifier en fait sur la légende ce que ça signifie. Le marron d'une carte peut être du bleu sur une carte qui est juste à côté. Oui. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de convention internationale des couleurs. Comme les cartes n'ont pas été faites au même moment et par les mêmes personnes, dès quelquefois il y a des petites subtilités comme ça. Il faut être très vigilant. Il faut toujours regarder la légende d'une carte. Un affleurement, ça peut être pérenne ou temporaire. Des falaises par exemple, des montagnes, ça dure longtemps à l'échelle humaine. On peut revenir 25 ans après, elles seront toujours là. Par contre, il y a des affleurements temporaires. Et ceux-là, c'est par exemple les trous d'une fondation de maison, c'est le curage d'un fossé, c'est un trou fait dans le sol. Et une carrière, par exemple, ça peut être temporaire aussi. Et là, il est important de réagir vite parce que sinon, on n'a plus accès à l'information. C'est comme une pièce de puzzle en fait. La géologie, en fait, on cherche un maximum de pièces de puzzle pour comprendre l'ensemble du tableau. Donc chaque affleurement est comme une pièce de puzzle. Et une pièce de puzzle, c'est un fait, et ce fait, il faut l'examiner le plus possible. Mais avant qu'on se penche sur ce fait, il faut que ce soit un fait avéré, c'est-à-dire quelque chose de réel qui n'ait pas été fabriqué par les hommes. Un mur, par exemple, n'est pas un bon affleurement. Donc il faut vérifier que ce que l'on observe là est quelque chose de naturel ou pas. Ouais. Quelquefois c'est délicat, oui. Il peut y avoir des petits pièges, ça m'est arrivé récemment à Angers là, où j'avais vu du schiste qui était organisé comme ceci, puis tout d'un coup il y avait du schiste qui était organisé d'une autre manière. Je me suis amusé à prendre des mesures, etc. Puis après j'ai vu qu'il y avait du béton entre les deux, ce n'était pas un affleurement. Donc il faut être très vigilant, on peut se faire avoir. Et encore une fois, ça force l'observation. C'est superbe ton dessin. Oui, c'est voilà. Ça qui est beau. Nous en avons terminé avec l'affleurement. J'espère que ça vous a servi. A bientôt dans la boîte à outils. Au revoir. Ouais, chaque fois je dis pas au revoir. À bientôt. Salut.